Aujourd'hui encore, les locaux d'Illusion Prod, établis en plein cœur du quartier Chinga à Yaoundé, nous serviront de rame de lancement des éléments devant constituer le menu de cette édition de Cameroun Vision. Un menu concocté par vos soins à travers vos mails enregistrés en semaine, mais aussi les SMS via le contact de l'émission. Bienvenue à cette 15e édition de Cameroun Vision, dont voici la vitrine. Une belle histoire de chute sur ce numéro de Cameroun Vision avec celle de la Lobé du côté de Kribi. Donné pour être au monde, les seuls se jetant directement dans la mer. Dans la partie ouest du pays, précisément à Fongo-Tongo, les chutes de Mamiwata, situées en plein cœur d'une forêt équatoriale, viendront compléter le tableau. Un tableau qui s'enrichira aussi des édifications du chef de département tourisme de l'université de Yaoundé 1, avant de s'achever par une visite guidée dans le musée personnel de Sieur Fomege Fotso Henri. Salut à tous et comme très souvent, ravi de vous retrouver sur le Cameroun à domicile. Notre périple touristique va de suite nous conduire du côté de Fongo-Tongo, situé à quelques encablures de la ville de Djan, capitale du département de la Ménois dans la partie occidentale du Cameroun. De ce côté-là, la nature a fait don aux populations locales d'un véritable lieu de pèlerinage, mais aussi un lieu qui épouse naturellement les us et coutumes du village, comme vous allez le constater. Les chutes Mamiwata, comme si vous y étiez, c'est dans ce reportage. Dans le département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun, précisément à Fongo-Tongo, village situé à une trentaine de kilomètres de Djang, se trouve la chute imposante du Mamiwata. Protégée par une forêt sacrée plutôt atypique, la chute Mamiwata est pour le visiteur un véritable rendez-vous avec sa nature primitive. En compagnie d'un guide, la traversée de la forêt sacrée aux 1000 lianes est une étape obligatoire pour qui veut accéder au pied de la chute. Il s'agit d'une véritable descente dans le jarre trekking, sur une piste aménagée qui permettra au bout d'observer la chute du bas. Il est cependant une possibilité de le faire de haut, grâce aux aménagements faits tout autour. La coulée des eaux en aval provient d'une petite rivière, mais à la tombée, la chute se divise en deux parties, créant lorsqu'il fait chaud un arc-en-ciel. L'eau se versant à une profondeur évaluée à près de 80 mètres. Nous sommes au pied de la chute, nous sommes à 82 mètres d'auteur, 35 mètres de profondeur. Et c'est là où nous l'avons, n'est-ce pas, les gens qui arrivent ici, qui ont parfois des malchances, n'importe quelle maladie, nous avions vraiment, cette eau est vraiment un grand bonheur pour nous. Et je vous dis, nos messagers qui travaillent ici 2 fois par semaine, quand on commence le lavage depuis le haut, nous finissons ici en bas. Nous lavons les gens ici avec l'arbre de la paix. Pour avoir, n'est-ce pas, de la paix, pour avoir cette chance que nous demandons et que nous souhaitons à tous ces gens
qui n'accouchent jamais dans leur vie. Nous avions nos mamans qui travaillent, qui font vraiment ce lavage est très bien. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est venu ici et en rentrant en pleurant. Les traditions du village sont en effet très impliquées à ce site. Il sert jusqu'à ce jour de lieu de recueillement et de bénédiction pour ses dignitaires, mais aussi les étrangers qui y arrivent. Les esprits du village contenus dans cette eau s'occuperaient plutôt bien des différents vœux. Nous avions dans le lac des esprits, et les esprits qui ne font pas du mal, quoi. Et nous avions nos esprits qui s'arrangent tellement, qui ne gâtent pas. Nous demandons, n'est-ce pas, de laver au moins la vue en disant, en faisant son vœu en cœur. Parce que quand vous faites ce vœu, vraiment, si vous aviez une malchance dans la vie, si vous aviez quelqu'un qui bégaye, quelqu'un qui est aveugle, faites aussi cette prière pour lui. Pour la petite histoire, cet endroit aurait servi de cachette durant les périodes de guerres tribales et ethniques. Femmes et enfants étaient alors cachés à l'intérieur de la chute, précisément sous un creux formé par la coulée des eaux. Et puisqu'on parle d'histoire, notre guide en a de très bonnes pour donner à mieux en savoir aux touristes sur la chute Mamiwata. Nous sommes allés à la chefferie, le chef nous a dit oui, vous pouvez vraiment le visiter. Le monsieur qui nous répond, qui veut, si il veut à tout prix visiter ce coup d'eau, c'est tout juste parce qu'on lui a parlé du bonheur. C'est pourquoi il veut visiter avec sa femme, qui a fait 12 ans dans sa vie sans accoucher. Il ne sait pas s'il peut avoir cette chance ici. On lui a dit oui. Ils ont demandé si on peut le laver dans cette eau et les amener ici au pied de la chute. Ils ont dit oui. Nous sommes allés chercher nos messagers de venir le laver comme ils ont dit. Après 3 mois, le monsieur qui nous envoie du message en nous disant de conserver vraiment le lieu, c'est très important. Nous avions demandé le pourquoi. Il nous dit, regardez depuis 3 mois qu'il est parti, voilà sa femme qui est enceinte. Après 9 mois, comme on le dit, le monsieur qui nous envoie du message en nous disant, changeons le nom, n'appelons plus pas le nom du village, appelons une fois Mamiwata. Et nous voici, n'est-ce pas, au lieu sacré de Mamiwata. C'est un lieu sacré et c'est là où nous commençons toujours parce que c'est ici que nous avions l'explication de Mamiwata, c'est ici que nous avions l'histoire de Mamiwata. Ça c'est la case de cette femme que nous appelons aujourd'hui Mamiwata. Et comme on ne peut pas avoir une femme sans mari, ça c'est la case de la femme. Et là, nous avions le mari. Et là derrière, nous avions le fils. On fait son vœu en cœur. Et puis, si vous aviez un bonbon, si vous aviez quelque chose, n'est-ce pas, vous lancez à l'intérieur. Donc c'est un grand bonheur pour nous, aussi pour les autres. Parce qu'il y en a parfois où vous voyez des chèvres attachées ici, vous voyez le sac de riz, du riz, tout qu'on sort, des cadeaux, des dons qu'on vient remettre ici, qu'on ne sait pas, qui ne sont même pas du village. Le site de la chute Mamiwata a fait l'objet d'aménagements viables et offre à ce jour une modeste structure d'hébergement et de la restauration. Il faut donc en retenir que c'est un Italien qui donna le nom Mamiwata à ses chutes, ceci faisant suite à la grâce que celle-ci lui aurait accordée en faisant de lui un père de jumeaux, alors que depuis 2 décennies déjà, il attendait justement d'être père sans succès. L'avant-première de la diffusion de cet élément date d'il y a plusieurs mois et c'est suite à votre demande que nous y sommes revenus. Ce jour-là était présent sur le plateau notre éminent expert consultant en tourisme à la personne de Baron Jamel. Suivons ensemble l'échange qu'il a eu avec Jean-Vincent Chenéum au sujet des chutes Mamiwata.
très belles images de ces chutes à Chang, mais tout laisse penser que ces chutes vont disparaître, sauf s'il y a des études et des aménagements qui suivent et qui donnent l'espoir que ces chutes peuvent perdurer. Alors, c'est en tout cas ce que pense mon invité que je reçois, Baron Jammeh, que vous connaissez, l'expert en tourisme, l'auteur de guides touristiques. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces chutes de Mamiwata? Comment vous les trouvez-vous? Avant de vous présenter la situation que vous trouvez, j'aimerais qu'on vous dise à peu près l'origine de l'assèchement de ces chutes. Hein, parce que les chutes autrefois étaient plus impressionnantes. Ces chutes étaient très impressionnantes. Oui. Hein, vraiment très impressionnant. C'était classé parmi les meilleures chutes de l'Afrique après le chute de Victoria, le chute sur la même riva. Et Konkam était classé parmi les Mamiwata. Mamiwata était classé parmi les chutes, les meilleures chutes d'Afrique centrale. Oui. Or, maintenant, avec le temps, avec l'explosion démographique, la rareté, n'est-ce pas, des sols, des surfaces à cultiver, hein, les gens étaient obligés... Les populations sont installées... Les populations sont installées dans les bas-fonds. Voilà. Et ces bas-fonds à l'ouest constituent les bassins versants. Donc c'est à partir de là que qu'on avait de l'eau, n'est-ce pas, pour alimenter les chutes. Donc aujourd'hui, avec la rareté de l'eau, avec l'assèchement du bassin versant, les chutes ne sont plus que l'ombre. Et ce qu'on a vu en fait, c'est des torrents en fait. C'est parce qu'il y a la saison des pluies actuellement. Voilà, si vous êtes passé là-bas, vous avez vu les chutes. Ce ne sont pas des chutes, en fait, c'est en fait des torrents, hein, qui en fait proviennent, n'est-ce pas, des pluies. Mais après les pluies, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus d'eau. Il n'y aura plus de chutes. Il n'y aura plus de chutes. Il n'y aura plus d'eau et il n'y aura plus de chutes. Voilà. Donc le problème maintenant, c'est de savoir comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais. Tout le problème est là. Non. Alors qu'est-ce que vous conseillez? Quel est le processus qu'on peut faire pour essayer, si possible, de conserver ces chutes, qui donnent un potentiel supplémentaire à la ville de Chang, qui a déjà beaucoup de potentialité aussi, hein? Moi, je pense que le seul espoir, c'est soit mener des études, voilà. Et puis faire assez de sensibilisation, n'est-ce pas, auprès des populations. Bref, moi je pense qu'il faut mener des études pour sauver les chutes de Mamiwata. Il y en a d'autres, c'est pas seulement Mamiwata. Donc le problème du changement climatique est très important. Et je reviens là-dessus pour dire que nos États devaient réfléchir dans le cadre des stratégies de développement du tourisme, intégrer l'impact du changement climatique sur l'offre touristique. Parce que l'impact du changement, le changement climatique influence pas seulement la demande, mais l'offre touristique. Le cas de Mamiwata est là, est patent. Alors le changement climatique pour vous, ça s'exprime comment concrètement? Le changement climatique, c'est, comme vous le voyez, c'est l'effet, n'est-ce pas, du réchauffement climatique. Ouais. Hein, les effets sont néfastes sur le climat, sur la végétation, hein, et sur la biodiversité. C'est ça. La preuve, c'est le cas de Mamiwata avec le bassin versant, qui est victime, n'est-ce pas, de la pression humaine, vraiment victime de la pression humaine, avec pour conséquent l'assèchement, n'est-ce pas, du bassin versant. Alors concrètement, comment on fait pour lutter contre le changement climatique ou pour intégrer la notion de changement climatique dans nos projets? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Qui il faut associer aux études, etc. Moi, en ce qui nous concerne, le tourisme, je suis vraiment désolé que les ministères en charge de ce volet n'intègrent pas ça dans les stratégies. Mais en principe, on devait le faire. Je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on mette en place toute l'équipe du ministère du Tourisme pour qu'elle puisse joindre, n'est-ce pas, le PANA, c'est-à-dire le plan d'action de l'adaptation au changement climatique, qui ici est suivi, mis en œuvre par le programme des Nations Unies avec le ministère de l'Environnement. Donc tout cela, ça va permettre, si cette synergie va permettre au ministère du Tourisme d'intégrer les problèmes de changement climatique sur l'offre touristique. Et c'est très important. Si on ne le fait pas,
on va donner les agréments aux hôtels qui sont situés dans les stations balnéaires sans respecter les 75 mètres que préconise l'Organisation mondiale du tourisme, le programme des Nations Unies pour l'environnement, au bout de quelques années, ils vont abandonner. Donc, Qui concrètement doit prendre l'initiative en ce qui concerne les chutes de Mamiwata pour essayer de sauver ce qui peut l'être? c'est une affaire de toute la communauté. D'abord, les municipalités, le ministère du Tourisme, le ministère de l'Environnement. Bref, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Oui, mais à Tchang précisément, qui gère ce centre, qui gère ce site? C'est le ministère du Tourisme. C'est d'abord le ministère du Tourisme qui doit prendre conscience de la disparition de ce site. Bon, maintenant, n'ayant pas des structures, toutes les compétences, il doit s'adresser aux structures qui ont les compétences, notamment le ministère de l'Environnement, le programme des Nations Unies pour le développement, qui a une structure qui gère ce problème, n'est-ce pas, de l'impact sur le changement climatique. Donc, moi, je pense que ça revient d'abord au ministère, puisqu'ils ont investi. Tout ce que vous venez de visiter là, c'est les aménagements réalisés par le ministère du Tourisme. Faut-il rester les voir partis comme ça? Non, moi je pense qu'il faut réfléchir, les sauver les mêmes. Écoutez, si on est à Tchang et qu'on ne peut pas aller à Mamiwata, on peut aller peut-être pas très loin de Tchang pour voir d'autres chutes. Ben, il y a beaucoup de choses. Je crois que dans le carnet de l'Office du tourisme de Tchang, ils ont une multitude d'offres variées qu'ils peuvent vous proposer. Il y en a plein. Vous avez des rochers, vous avez des cases sacrées, vous avez pas mal de choses, vous avez du tissu avec la route du thé, il y a plein de choses contenues dans le carnet ou dans le catalogue. Comme quoi, il y a absolument quelque chose à faire, mais on ne sait pas encore quoi, pour sauver les chutes Mamiwata de Fongo Tongo. Depuis les locaux d'Illusion Prod, structure spécialisée dans la production audiovisuelle, dont celle que vous regardez en ce moment, nous émettons ce jour. Illusion Prod, établie en plein cœur du quartier Chinga, non loin du lieu-dit école de police. Nous vous l'avons dit d'entrée de jeu, cette 15e édition de Cameroun Vision sera une histoire de chute. Après les chutes Mamiwata, dont on vient de se délecter, on ira tout à l'heure du côté de Kribi pour en faire autant pour ce qui est des chutes de la Lobé. Mais nous n'y sommes pas encore. Juste le temps de faire un petit détour sur le campus universitaire de Yaoundé 1. Question d'avoir un échange avec le responsable du département tourisme de ce côté-là. Il va nous parler de sa filière afin que voilà, tous ceux qui aspirent faire dans les métiers du tourisme savent exactement à quoi s'en tenir pour intégrer le département tourisme de l'université de Yaoundé 1. Suivons-le. Le département de tourisme de l'Université Yaoundé 1 voit le jour le 14 novembre 2007 par un arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur. Et depuis cette date, ce département forme dans 3 cycles de formation, si vous me le permettez. Le premier cycle, c'est le cycle de licence professionnelle. Le deuxième cycle, c'est le cycle de master professionnel. Le troisième cycle, c'est le cycle de formation continue. Le cycle de licence professionnelle fonctionne avec 3 options. La première option, c'est l'option management des entreprises touristiques et hôtelières. La deuxième option, c'est l'option guide touristique national. La troisième option, c'est l'option développement et aménagement touristique des territoires. Le deuxième cycle, le cycle de master professionnel, forme dans 3 options également. La première option, qui est une option de master virtuel et qui se fait en partenariat avec l'université d'Indira Gandhi en Inde. C'est l'option de management touristique.
La deuxième option, c'est l'option de gestion des activités touristiques hôtelières. Et la troisième option, c'est l'option de développement et aménagement touristique des territoires. La troisième option, le troisième cycle, autant pour moi, qui est le cycle de formation continue, forme dans la supervision du tourisme, la gestion de l'événementiel, etc. Maintenant, comment faire pour entrer dans ces différents cycles d'options? Pour entrer au cycle de formation continue, il faut tout simplement être dans l'industrie du tourisme, avoir une expérience professionnelle considérable. Quand je dis considérable, parce que l'admission qui se fait sur l'étude de dossier va s'appesantir sur la validation des acquis de l'expérience. Donc, je prends l'exemple d'un jeune compatriote qui est dans un établissement d'hôtellerie ou d'hébergement ou de restauration depuis 10-15 ans et qui voudrait donc entrer au cycle de formation continue en management des entreprises touristiques hôtelières, en développement et aménagement touristique des territoires ou bien quelque chose d'autre. Nous allons donc, il y a une commission qui va scruter sur, qui va étudier son expérience, évaluer donc cette expérience et la valider de manière à ce qu'il puisse suivre les cours avec les autres, c'est-à-dire ceux qui auront fait le concours. Mais je voudrais préciser que les candidats qui entrent par voie de concours préparent une licence professionnelle. Donc, à la fin de leur cursus, on leur délivre une attestation de réussite en licence professionnelle, option, tout ce que j'ai énuméré là bien avant. Mais ceux qui entrent sur l'étude de dossier dans le cadre de la formation continue, ils n'auront pas l'attestation de réussite, mais ils auront un certificat d'aptitude dans les différentes options. Vous comprenez que l'admission étant faite par voie de concours national, nous au département ou bien à l'université, on ne peut pas recruter parallèlement pour permettre aux gens d'avoir une licence professionnelle directement. Donc si vous voulez avoir la licence professionnelle, vous faites le concours. Mais si vous avez fait le concours, vous l'avez échoué, ou bien si vous voulez juste faire la formation continue, on va étudier votre dossier, vous allez suivre la même formation que ceux qui ont eu le concours, mais à la sortie, vous aurez un certificat quand ils auront une attestation. Bon, maintenant, au cycle de master professionnel, l'admission se fait sur étude de dossier et il faut avoir au moins une licence, pas forcément en tourisme et en hôtellerie. C'est-à-dire lorsque vous avez une licence, nous vous prenons en master 1 et vous êtes formé pendant 2 ans et vous soutenez en master 2. Bon, il faut peut-être aussi préciser que la formation dans notre département est essentiellement professionnelle. Donc nous sommes une école de formation, une école professionnelle à l'intérieur d'une faculté des arts, lettres et sciences humaines. Et ça, c'est, à mon humble avis, la belle illustration des innovations de la gouvernance universitaire, la nouvelle gouvernance universitaire. Vous savez que le gouvernement met un accent sur la professionnalisation des enseignements. Nous n'amenons plus nos concitoyens, nos étudiants à faire l'école pour l'école. Ils font désormais l'école pour les savoirs, pour les savoir-être et pour les savoir-faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'acquisition des compétences. Donc lorsque vous entrez dans notre département école, c'est comme cela que nous l'appelons, dans notre département école, vous êtes sûr que vous êtes entré dans une école de formation. Vous venez avec votre licence en lettres modernes françaises,
en géographie, en histoire, en lettres bilingues. Nous vous métamorphosons. Nous faisons de vous un professionnel dans le tourisme. Et vous allez donc certainement me poser la question de savoir comment cela peut-il se faire en si peu de temps. Je voudrais déjà, pour répondre à cela, vous dire que l'année académique dans notre unité de formation, c'est de janvier à décembre. C'est 12 mois pleins. Vous comprenez donc que lorsque les étudiants de notre faculté ont terminé leurs examens là en juin, ils vont en congé pour ceux qui n'ont plus d'unité d'enseignement à faire pendant le rattrapage. Ils sont en congé, ils reviennent en octobre pour reprendre la nouvelle année. Mais ceux de tourisme, ils commencent en janvier et ne terminent qu'en décembre. Et pendant ces 12 mois, il faut que cela soit bien compris. Pendant ces 12 mois, vous faites un mois d'enseignement théorique à l'université. Vous allez en entreprise pour un mois d'enseignement pratique. C'est-à-dire que si à l'université, le chapitre qu'on abordait portait sur l'accueil des touristes, vous allez sur le terrain, dans les agents de voyage, vous allez en Simalène, à l'aéroport international, vous mettez en application ce qu'on vous a enseigné sur l'accueil des touristes. Si le chapitre à l'université portait sur la réception à l'hôtel, vous allez à l'hôtel et durant ce mois-là, vous serez à la réception et vous verrez comment on reçoit un client. Vous comprenez que dans cette dynamique, même quelqu'un qui avait une licence en archéologie, vous comprenez que je ne sous-estime aucune filière de formation aussi. Je veux tout simplement dire que même si quelqu'un avait un background dans n'importe quelle filière, quand il arrive chez nous, il déjeune au tourisme, il dîne au tourisme, il soupe au tourisme. Ça fait qu'en décembre, lorsque vous sortez de notre département avec votre licence professionnelle, vous êtes déjà un professionnel et vous pouvez rentrer dans la chaîne de l'industrie du tourisme. Vous pouvez déjà travailler. La preuve, je vous envoie, j'évite ici la publicité, je vous envoie dans les plus grands établissements de tourisme et d'hôtellerie des grandes villes du Cameroun. Lorsque vous serez dans les couloirs de ces établissements, interrogez au hasard les gens que vous allez croiser. Il y en a qui vont se reconnaître dans notre département, qui vont vous dire « j'ai suivi ma formation au département de tourisme et d'hôtellerie ». Donc je pense que cela étant dit, il faut amener l'opinion publique à comprendre qu'au Cameroun, on n'a plus besoin d'envoyer son enfant en Tunisie. On n'a plus besoin d'envoyer son enfant à Chypre. Au moment où je vous parle, depuis 3 promotions aujourd'hui, il y a des parents qui ont ramené leurs enfants, qui du Maroc, qui de Tunisie, qui de Chypre. Je ne cite pas ces pays-là au hasard, parce qu'ils ont compris que sur place, et à moindre coût, ils ont une formation qui est franchement très acceptée dans les normes et les exigences du tourisme. Miss Beach a toujours rêvé d'être belle. Alors, elle a la clé du succès. Fermez les yeux et imaginez. Imaginez un univers loin de l'agitation du monde, où tout est beau et harmonieux. Imaginez un univers où chaque matin, vous vous réveillez au bruit des vagues. Ouvrez les yeux et pénétrez dans l'univers du Seme Beach. Ressort un spa et laissez-vous gagner par la volupté de l'eau de la rivière, par la promesse partout renouvelée de détente et de relaxation. Et ouvrez-vous les nuits du Seme Beach sur un site unique. Fermez les yeux et imaginez le paradis de l'eau. Alors, pour ceux qui voudraient faire dans un métier lié au tourisme, ils savent désormais à quoi s'en tenir. Du côté de l'université de Yaoundé Angoikele, voilà, il y a une solution à cela. Comme promis, prenons la direction sans plus tarder de Kribi. Allons à la redécouverte d'une destination unique au monde, les chutes de la Lobé.
Les chutes de la Lobé sont situées à 310 km de Yaoundé et à une dizaine de Kribi en prenant l'axe routier Kribi-Kampo. La Lobé, quant à elle, est un fleuve côtier du sud Cameroun qui prend sa source dans le massif d'Untem, au centre du parc national de Campoman. Elle est caractérisée par un ensemble de petites cascades qui progressent sur une distance d'1 kilomètre environ, avant de se jeter directement dans l'océan Atlantique. C'est un phénomène unique au monde que de voir une ligne de cascade s'étendre sur près de 100 mètres de large et dégringoler directement dans la mer. L'accès aux chutes de la Lobé pour les touristes ou visiteurs peut se faire par cette rue aménagée, mais nous nous sommes résolus de passer par le village Lobé pour y parvenir. Pour cela, il faut remonter la plage à pied sur près d'1 kilomètre. Nous voici donc au village de la Lobé. Le village de la Lobé qui a pour, on va dire, point de chute éponyme les chutes du même nom, c'est-à-dire les chutes de la Lobé que nous avons juste derrière nous. Alors, c'est quelque chose d'assez rare au monde. C'est l'une des rares chutes qui donne directement sur un océan et sur l'océan Atlantique précisément. Pour plusieurs de nos sens, le spectacle est saisissant. Des eaux en furie pour la vue des valles en cascade suscitant des points d'impact où naissent et tourbillonnent de persistants nuages d'écume. Ça et là autour des chutes, des rochers saillants donnent pour le même sens l'impression de déchiqueter le rideau d'eau. Les oreilles en ont aussi pour leur compte. Elles perçoivent un fracas permanent, même à plusieurs centaines de mètres. Le mugissement des flots, semblable au bruit que ferait le moteur d'un navire, suffit à intimider et à montrer qu'ici s'écoule une force colossale, celle de la nature. Le troisième sens ébranlé est celui de l'humilité. Difficile de ne pas se sentir tout petit devant le déferlement de puissance que représentent les chutes de la Lobé. Difficile aussi de ne pas frémir en apprenant que vous êtes devant les seules chutes au monde qui se jettent directement dans la mer. L'exercice pour nous consiste alors à nous remettre de nos émotions et profiter autant que faire se peut d'une virée en pirogue avec pour guide le chef supérieur local, Sa Majesté Eko Roosevelt himself. Et vous parlez d'un privilège ? L'occasion est idoine pour en savoir davantage sur l'histoire qui lie ce lieu magique et le village qui l'abrite depuis sa création. L'histoire est que quand l'ancêtre est venu s'installer ici, il a découvert les chutes. Il a trouvé qu'il y avait beaucoup de poissons, beaucoup de crevettes et c'était très joli. Alors il a décidé de s'installer il y a cela de très nombreuses années avant l'arrivée de l'homme blanc. Et puis tout le monde est venu le suivre et ça a créé ce village ici. Les chutes de la Lobé représentent pour ces peuples un symbole fort de croyance. Elles sont généralement associées aux divers rites naturels et culturels que comptent les tribus locales. Ces chutes-là représentent pour nous une force de la nature d'abord. Avant c'était un lieu sacré, enfin c'est toujours un lieu sacré puisqu'il y a des rituels qui se passent toujours autour. Et les populations vivent en grande partie grâce à ces chutes-là parce que non seulement il y a du poisson, il y a des crevettes, mais maintenant le touriste commence à venir. Et quand le touriste vient par ici, il dépense un peu d'argent et cet argent fait vivre cette population. Mais vous voyez par exemple, voilà un pêcheur qui est là depuis le matin, vous voyez, il est là-bas, il est là depuis le matin et je suis sûr que depuis ce matin il a déjà pêché au moins pour 10 000 francs de poisson. Et il le vend, il pêche au fur et à mesure qu'il pêche, il le vend. Donc c'est son gagne-pain. Le matin, les femmes vont chercher les crevettes, elles vont tremper les nasses autour des chutes, entre les rochers, et puis le long du fleuve. Il y a des crevettes, c'est ça qui fait nourrir ces femmes, c'est ça qui est leur gagne-pain. Et les hommes pêchent, c'est là où nous utilisons cette eau-là pour laver nos habits, pour se laver. Bon, bien sûr qu'on a aussi d'autres sources d'eau, qui est l'eau de source qui vient de la terre. Et ce fleuve-ci est un fleuve qui représente beaucoup pour cette communauté parce qu'il est habitué à vivre autour de ça et avec ça.
Pour toutes ces raisons et bien d'autres, l'endroit attire beaucoup de monde et ce depuis de longues années déjà. Personnalité inconditionnelle de la baignade simple, touristes et autres visiteurs y viennent dans le but de découvrir et d'en profiter autant que possible. En fait, on m'en avait pas parlé. Moi, j'avais lu ça sur, c'était sur les guides, hein, donc du coup, ben voilà, je suis venue voir par moi-même ce que ça pouvait donner. Bah, c'est la beauté du paysage et ça fait vraiment sauvage. Sentiment de satisfaction, de plénitude, voilà, la nature à l'état pur. Bah, Dieu a fait du bon boulot ici. Il a épargné cet endroit, tu vois. Je suis Camerounais, c'est la première fois que j'arrive ici et c'est terrible. On entend parler depuis des années, mais bon, il n'y a vraiment pas grand-chose qui est fait pour attirer quelqu'un ici. Voilà. Et une émission comme la vôtre, vraiment, ça a donné un grand coup. Ouais. En fait, c'est la vue d'ensemble. J'ai l'impression que cet endroit n'a pas été violé par l'homme. J'ai l'impression que c'est encore à l'état brut et que c'est protégé par des forces vraiment, tu vois, voilà. Donc du coup, ça, c'est pas seulement beau, mais ça donne un frisson, tu vois un peu. On ressent des vibrations quand on est ici. Tu vois, ça c'est important. À chaque fois que je viens là, c'est un endroit qui permet de se ressourcer, de se reposer, de quitter, on va dire, l'effervescence de Douala, une ville qui est toujours speed, toujours bruyante. Donc on est ici, on profite du calme, on profite du paysage qui est spectaculaire et donc ça fait ça fait du bien, quoi. Pourquoi? Parce que déjà tout ce qui est Kribi, venir à la mer, venir voilà, profiter de cette énergie que peut offrir l'océan. Donc voilà, donc ça c'est déjà très très agréable. Et venir après se balader ici, là on marche 1 heure depuis notre endroit de chute où on dort et on marche 1 heure pour venir. On mange les crevettes ici qui sont super bonnes. Et puis après on repart et on a passé une après-midi reposante, calme et voilà, à se balader sur la plage, c'est agréable. Tu sais comment je suis là, c'est petit. Contempler ces chutes qui font 13 mètres de haut à marée haute et 17 à marée basse, chutes flanquées d'une campagne à végétation luxuriante, renforce la magie des lieux. Pour la région et le Cameroun, elles sont un véritable don du ciel. Mais comme bien souvent en matière d'environnement, cette beauté est certes esquisse, mais aussi très fragile. L'écosystème immédiat formé autour des chutes ne restera pas le même longtemps durant si la main de l'homme continue à se poser n'importe où et surtout à agir n'importe comment. Il se dit d'ailleurs dans ce village que les chutes ont perdu une partie de leur rayonnement passé. Cet espace-là, avant il y avait une forêt luxuriante là, on voyait les animaux qui sautaient d'arbre en arbre, des singes, des gros oiseaux qui se posaient par ici. Et tout ça a disparu parce que les hommes ont commencé à couper les arbres, à déboiser, les gens construisent n'importe quoi, et tout ça, ça a chassé un peu cette nature. Il faut la ramener à l'état pur, à l'état sauvage. Moi j'appelle ça l'état sauvage. Et c'est ça que les gens, ça qui peut ramener cette chute-là, qui peut lui donner sa valeur d'antan. Et cette bande de terre qui n'existait pas avant, les vagues se jetaient directement en face des chutes. Donc les chutes et les vagues se rencontraient en permanence. Donc à l'époque on voyait des requins qui se promenaient par ici, mais l'activité humaine a fait en sorte que beaucoup de phénomènes ont disparu. Le déboisement de la zone, pour en effet prendre cet exemple, nuit à l'équilibre d'ensemble. Avec la disparition de certains arbres, quelques espèces d'oiseaux et de primates auraient déserté l'endroit, d'où les doléances des populations riveraines. On a des points stratégiques au Cameroun. Quand on parle du Cameroun, on parle de Kribi. Quand on parle de Kribi, pour un étranger, on parle des chutes de la Lobé. Quand on parle du nord, on parle de la réserve de Ouaza. Donc il y a des points stratégiques pour le tourisme. Le ministère pouvait mettre un certain nombre de choses ici, assister les jeunes
à avoir des crédits, des chaises, des bâches et tout ce qu'on peut bien avoir tout autour pour aménager le touriste qui arrive. Par exemple, les toilettes. Le ministère pouvait se lancer dans ce genre de cas, même s'il fallait se faire assister par la communauté, vous comprenez un peu. Et je pense qu'avec ça, moi j'interpelle plus le ministère du Tourisme à assister les communautés. Vous comprenez, parce qu'aujourd'hui, avec un budget environ de 500 millions de francs pour une communauté urbaine, il est impossible d'investir ici. Que le gouvernement prenne ses responsabilités en décidant de protéger cet endroit davantage, d'empêcher les gens de faire ce qu'ils font actuellement, comme dégâts, construire autour, déboiser, couper la forêt, casser les arbres, tout ça. Alors qu'il y a plein d'espace pour faire ces activités-là, on vient absolument les faire aux chutes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils veulent s'accaparer individuellement de cet espace-là, alors que cet espace doit être un patrimoine de tout le monde, aussi bien de la communauté que du Cameroun. Le souhait est que le site soit vivement remis dans son état d'avant, c'est-à-dire qu'il soit notamment reboisé afin que chacun puisse retrouver cette beauté d'antan. Une actualité récente a mis sur la table la possibilité d'ériger les chutes de la Lobé au rang de patrimoine mondial de l'humanité, sous le sceau de l'UNESCO. Ceci impliquerait qu'ils soient préservés tels quels et peut-être même restaurés, sans compter le prestige que le pays tout entier pourrait en tirer. D'ici à ce qu'un sort définitif leur soit trouvé, les chutes de la Lobé continuent leur bonhomme de chemin, le même depuis des siècles. Je les invite à venir nous rendre visite. Nous sommes là, le fleuve est là, avec toutes ces merveilles et tous ces mystères. Venez voir les chutes, venez visiter le fleuve, faites la balade le long du fleuve Lobé, vous allez voir plein de choses que vous n'imaginiez pas. Et je vous souhaite bon séjour parmi nous. Quand on s'aime, attends-moi, 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 reste avec moi. Je peux pas me passer de toi. Je veux vivre avec toi. Au pied du mont Etindé, un des versants du mont Cameroun sur la route Limbé-Idenao, se trouve l'usine de production de l'eau minérale Sémé. Cette eau, prélevée à près de 50 mètres de profondeur, passe par tous les processus industriels, en préservant son caractère absolument naturel. Elle est en effet embouteillée telle qu'elle est captée, sans adjonction d'aucune sorte. L'eau Sémé vient de conquérir le label ISO, avec comme atout une reconnaissance à l'échelle internationale et une garantie de pérennité offerte aux consommateurs qui bénéficient d'un produit de qualité, objet d'un contrôle constant en laboratoire. La nature fait bien les choses et offre à chacun l'eau dont il a besoin. Buvez sain, buvez Sémé, source de bien-être et de vitalité. Les chutes de la Lobé, chers amis téléspectateurs, is a place to be. Et pour ceux qui arrivent seulement maintenant, juste le temps de vous rappeler, comme j'en ai l'habitude, que vous êtes sur la seule tribune télévision qui, au Cameroun, vous offre à domicile toutes ces merveilles touristiques. Et les chutes de la Lobé en font partie. On a vu combien elles sont belles. Reste maintenant à la partie camerounaise de lui donner toute la valeur qu'elle mérite en faisant une destination, voire la destination la plus prisée sur le continent africain. Ça, c'est possible. On va remercier au passage les populations du village La Lobé pour leur disponibilité lors de la réalisation de ce reportage et surtout celle de son chef supérieur, Sa Majesté Eko Roosevelt, à qui on dit bonsoir. Direction la partie occidentale du pays où nous étions déjà tout à l'heure grâce aux chutes Mamiwata. Allons maintenant à la découverte d'un musée personnel d'un digne fils de la région. Il adore les objets d'art. Il a décidé d'ériger à domicile. Voilà, un musée. Ils nous ont fait lui-même la visite guidée dans ce reportage.
Je suis un amateur d'art, donc forcément pas un spécialiste. Je sélectionne autour de mes différentes missions ou voyages dans divers points du Cameroun et même d'ailleurs certains objets qui me permettent quand même de retracer un peu la culture artistique africaine. Vous avez ici par exemple sur ce plan-là une peau de léopard, une espèce de léopard par terre avec un objet d'art, une figurine qui vient du Gabon, c'est celle-ci là. Vous avez après des petits totems qui sont des totems toujours gabonais. Quand un chef est dans une concession par exemple, il suffit de planter ça à l'endroit où il se trouve. Ça veut dire qu'il faut éviter de passer devant le chef. Les deux pièces que vous voyez ici sont en fait des pièces spéciales qui se portent vers pour certaines danses traditionnelles. Vous avez derrière vous, à côté donc des sièges, qui sont des sièges sculptés. Ces sculptés, vous voyez, avec les accoudoirs, c'est des caïmans. Dans la culture africaine, la tradition africaine, l'animal est souvent l'objet remis très souvent au goût des cultures. Pourquoi? Parce que dans la tradition, on se transforme facilement en totem d'animal. Si vous verrez le lion, vous verrez l'aigle, vous verrez le serpent, vous verrez le caïman. Et beaucoup d'objets ici ont derrière une image d'animal. Vous avez ici la table du roi ou du chef qui est là, avec les différents bracelets qui sont soit des objets offerts par des amis du roi. Ici, une défense d'éléphant qui est surmontée par un pied sculpté, un pied en bronze. Là, l'objet qui est au milieu, c'est l'objet qui permet au roi de faire appel en sonnant dessus, ou lorsque le roi se déplace et qu'on annonce que le roi arrive, c'est sur cet objet qu'il y a un battement pour prouver que le roi est en train d'arriver. Généralement, le roi ne se soit jamais et pose les pieds sur le sol nu. Il y a toujours la peau de la panthère qui est là, et le roi pose ses pieds sur la peau de la panthère. Le roi est toujours identifié à un animal puissant, comme les lions. Vous voyez les lions tout autour du siège du roi. Vous voyez deux lions en bronze autour du siège du roi. Et vous avez les calebasses. Les calebasses, c'est l'idée du vin. Les calebasses dans lesquelles le roi buvait, c'était des calebasses spéciales qui étaient avec des marques. Ce n'est pas les calebasses normales. C'est dans ces calebasses qu'on apportait du vin spécial pour les rois. Je crois que ça fait plaisir à ceux qui viennent chez moi, qui sont des étrangers au Cameroun, de visiter cette petite collection et d'avoir en un lieu ce qu'ils auraient mis peut-être du temps pour parcourir, pour voir dans différents lieux. J'ai une ambition d'avoir un bâtiment spécial qui sera donc, pas un musée bien sûr, un petit bâtiment de collection où en fait ces objets auront un descriptif par un professionnel pour que les gens puissent comprendre derrière chaque objet quel est le message que l'artiste passe ou que notre tradition veut faire savoir. Je mets à ces objets une valeur artistique, c'est-à-dire montrer notre tradition, montrer la coutume, montrer la tradition d'ailleurs. En rassemblant ces objets ici, c'est un peu une recherche de mon identité à travers toutes ces missions, tous ces voyages à travers le monde. J'ai besoin chaque fois que je viens des missions, que j'ai parcouru le monde, de me retrouver dans ce milieu qui, si vous voulez, me renvoie à mon passé, me renvoie à mes origines, me renvoie à mes sensations, et ça me fait un grand plaisir.
Je crois qu'il y a un partenariat qui pourrait être construit entre le musée des civilisations de Tchang et cette petite salle d'exposition de chez moi, soit un partenariat qui fait que je sois un point où j'ouvrirai facilement la porte pour que les visiteurs viennent regarder, soit aussi dans le cas des expositions, que des objets qui puissent intéresser le centre de civilisation puissent mettre à disposition le temps d'exposition pour que d'autres puissent en profiter. Le musée privé de M. Henri Fosso, situé dans la ville de Chang, n'est pas ouvert au public pour l'instant. Son propriétaire va d'abord éditer un catalogue avec le descriptif de chaque objet d'art par des spécialistes. Il a aussi l'intention d'ouvrir un site internet dédié. La visite de cette collection sera couplée certainement avec celle du musée des civilisations de Chang. Alors ça, c'est ce qu'on appelle être passionné d'un domaine. C'est une initiative à encourager. Merci donc à monsieur Henri Fosso. Alors que la nuit tombe sur Yaoundé, comme vous pouvez le constater derrière moi, chers amis téléspectateurs, le rideau va être baissé aussi sur cette 15e édition. Non sont remerciés ceux qui au quotidien s'évertuent à nous appeler, s'évertuent à nous écrire pour nous encourager et surtout pour nous faire des propositions. L'honneur vous revient, chers amis téléspectateurs. On pense nommément à Alexis Boumni, à Eric Armand Bouboukwam, à Kamdem Kuate Gabriel qui nous a écrit depuis le Canada. On pense aussi à Jean-Paul Peuka et à tous ceux qui nous ont appelés et écrit de par le Cameroun et de par le monde entier. Merci à vous. Comment se quitter sans rendre hommage à ce jeune sympathique footballeur camerounais disparu dans des conditions tragiques du côté de Thaïlande, à Bangkok précisément. Il s'appelait Rodrigue Tchemtsona. Il a été conduit à sa dernière demeure ce week-end, ex-capitaine de Fauveau de Baham et de l'Union sportive de Douala, ex-international espoir aussi. Il nous a donc quittés dans des conditions tragiques et a été conduit à sa dernière demeure ce week-end. Nous, l'équipe de Cameroun Vision, lui rendons hommage et souhaitons nos condoléances à toute la famille attristée ainsi qu'aux amis dont je fais partie depuis sa tendre enfance, en espérant que les conditions de sa disparition seront élucidées dans les prochaines semaines. Merci de nous avoir regardés et surtout, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez parce que chaque jour est une vie. Rendez-vous à la prochaine édition. Bienvenue.